24 novembre 1971, un homme en costume achète un billet d'avion pour 20 $. Son nom, Dan Cooper. Sa destination, Seattle. Son plan, réaliser le crime parfait de l'aviation américaine. 2 heures plus tard, cet homme saute dans une tempête avec 200 000 $ attachés à sa ceinture et disparaît à jamais dans les ténèbres du Pacifique Nord-Ouest. Il devient instantanément le seul pirate de l'air de l'histoire américaine à ne jamais avoir été retrouvé. Mort ou vivant, le FBI mène l'enquête la plus longue de son histoire. 45 ans d'investigation, plus de 800 suspects interrogés, des millions de dollars dépensés. Pour quel résultat? Zéro. L'enquête est officiellement fermée en 2016. Bienvenue, je suis la comtesse de Londres et voici les vrais mystères de l'affaire D.B. Cooper que le FBI n'a jamais résolu. Pour comprendre qui était vraiment D.B. Cooper, il faut écouter celle qui l'a côtoyé pendant les heures les plus cruciales de cette affaire. Florence Schaffner, hôtesse de l'air du vol Northwest Orient 305. Son témoignage enregistré par le FBI le 25 novembre 1971, soit moins de 24 heures après les faits, constitue la source la plus fiable dont nous disposons. Florence avait 23 ans à l'époque. Elle était hôtesse de l'air expérimentée et avait déjà géré des situations d'urgence, des passagers difficiles, des problèmes techniques. Mais rien ne l'avait préparée à cette rencontre qui allait marquer sa vie à jamais. Ce que Florence ne savait pas encore, c'est qu'elle allait devenir la dernière personne à avoir eu une conversation normale avec l'homme qui deviendrait la légende D.B. Cooper. Ses souvenirs, ses impressions, ses observations minutieuses sont tout ce qui nous reste pour comprendre la psychologie de cet homme mystérieux. Je m'appelle Florence Schaffner. Ce que je vais vous raconter correspond à la déposition officielle que j'ai faite au FBI le 25 novembre. Donc on était le mercredi 24, jour de Thanksgiving. J'étais sur le vol Northwest Orient 305 au départ de Portland et à destination de Seattle. La durée était prévue de à peu près 30 minutes. On avait 36 passagers à bord, plus l'équipage de 6 personnes. L'homme s'est présenté au comptoir d'enregistrement sous le nom de Dan Cooper. Il a payé son billet en espèces, avec 20 $ exacts. Il n'avait pas de bagages, seulement une mallette en cuir marron et une sacoche de voyage noire. Et il portait un costume d'affaires sombre, probablement bleu marine ou noir, une chemise blanche impeccable, une cravate noire avec une épingle de cravate en nacre, des chaussures, des mocassins en cuir noir bien cirés, elles étaient propres. Il avait l'apparence d'un homme d'affaires prospère. Selon ma description donnée au FBI, il mesurait 1,80 m, pesait 75 à 80 kilos. J'avais estimé son âge entre 40 et 45 ans. Il avait les cheveux bruns, les yeux marrons, un teint olivâtre, mais aucun signe distinctif particulier, aucune cicatrice visible ou aucun tatouage. En tout cas, je n'en ai pas vu. Il s'est installé au siège 18C, côté allée. Ça se situe dans la partie arrière de l'appareil. Pendant le décollage, il est resté très calme, il regardait par le hublot. Il n'a manifesté aucun signe de nervosité ou d'anxiété. Après le décollage, vers 14h50, comme ça, il a commandé un bourbon soda. Il l'a payé en espèces et m'a laissé un pourboire de 50 cents, ce qui était généreux pour l'époque. Il a allumé une cigarette, et oui, rappelons qu'en 71, fumer était autorisé dans les avions. Sa voix était posée, éduquée, avec un léger accent que je dirais du Midwest. Il était poli, presque courtois. Il lisait un magazine, semblait parfaitement détendu. À aucun moment, je n'aurais pu deviner ce qui allait suivre. Vers 15h, il m'a fait signe d'approcher. Il tenait une enveloppe blanche à la main.
Mademoiselle, pourriez-vous remettre ceci au commandant de bord, s'il vous plaît? C'est très important. J'ai acquiescé, j'ai souri, j'ai pris l'enveloppe pensant qu'il s'agissait d'une réclamation ou d'un message personnel. Mais il a posé la main sur mon bras et m'a dit d'une voix très calme: Mademoiselle, vous feriez vraiment mieux de lire cette note maintenant, car j'ai une bombe dans ma mallette. Pardon? J'ai ouvert l'enveloppe immédiatement du coup. Le message était écrit à la main en lettres capitales, au feutre noir. J'ai une bombe dans ma mallette et je vais l'utiliser si nécessaire. Je veux que vous vous asseyiez à côté de moi. Mon sang s'est glacé. Il a ouvert sa mallette, juste assez pour que je puisse voir l'intérieur. J'y ai vu 8 cylindres rouges disposés en 2 rangées de 4. Des fils électriques de différentes couleurs, rouge, bleu, jaune, une batterie cylindrique et ce qui semblait être un détonateur. Mais bon, je m'y tenais pas plus que ça. J'étais médusée. Je me suis assise à côté de lui au siège 18D. Mes mains tremblaient. Il s'en est aperçu et m'a dit d'une voix douce: N'ayez pas peur, je ne vais faire de mal à personne. Si tout le monde coopère, personne ne sera blessé. Il m'a expliqué ses exigences avec une précision remarquable. 200 000 $ en billets de 20 $ non marqués et 4 parachutes, 2 principaux et 2 de secours. Il connaissait la terminologie. Je veux des parachutes de type militaire avec ouverture manuelle à commande manuelle. Ces détails techniques montraient qu'il s'y connaissait en parachutisme. En tout cas, bien plus que moi. Des connaissances techniques précises qui montraient que c'était pas un amateur. Pendant l'attente, Cooper est resté d'un calme parfait. Il a commandé un deuxième bourbon soda et m'a dit qu'il travaillait dans l'industrie aéronautique, qu'il connaissait bien les avions Boeing. Et ses connaissances étaient impressionnantes, j'avoue. Il me raconte: ce modèle 727 permet d'abaisser l'escalier de queue en vol. C'est pour ça que j'ai choisi cet avion précis. Il avait tout planifié. Ce n'était pas un acte impulsif, mais une opération minutieusement préparée. Il m'a demandé de prendre une note pour le capitaine avec ses exigences précises. J'ai écrit sous sa dictée. Il demande 200 000 $ dans un sac à dos avant 17 heures. Il veut 2 parachutes avant, 2 parachutes arrière. Il veut l'argent en devises américaines négociables. En demandant 2 jeux de parachute, Cooper laissait entendre qu'il prévoyait de prendre un otage avec lui, décourageant ainsi les autorités de fournir un équipement non fonctionnel. Le capitaine William Scott a immédiatement contacté la tour de contrôle de Seattle-Tacoma pour signaler le détournement. À 15h18, le téléphone a sonné sur le bureau de Donald Niro, le président du Northwest Orient Airlines. Il a immédiatement autorisé le paiement et ordonné une coopération complète. La compagnie avait une police d'assurance de 250 000 $ contre la piraterie aérienne. Je savais même pas que ça existait. 17h24, on atterrit à Seattle. Cooper a libéré tous les passagers en leur souhaitant tout simplement, tout naturellement, un bon Thanksgiving. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes, leur a-t-il dit poliment. Les agents du FBI sont montés à bord avec l'argent et les parachutes. Cooper a vérifié personnellement chaque élément. Méticuleux, professionnel, il a examiné les 4 parachutes avec l'œil d'un expert et en a rejeté 2. Celui-ci ne convient pas, les sangles sont usées. Cooper a donné ses instructions très précises pour la suite du vol. Vitesse maximale 200 nœuds, altitude maximale 10 000 pieds, volet abaissé à 15 degrés, train d'atterrissage sorti, configuration inhabituelle qui réduisait les performances de l'avion, mais optimisait les conditions de saut. 19h40, décollage de Seattle avec seulement l'équipage à bord. Le capitaine Scott, le copilote William Ratazitzak, l'ingénieur de vol Harold Anderson et moi-même. Cooper avait demandé qu'une seule hôtesse reste à bord. Il a commencé ses préparatifs, a retiré sa cravate noire avec l'épingle en nacre pour attacher la sacoche d'argent à sa ceinture, puis il a enfilé le parachute avec des gestes sûrs et précis. Ses mouvements trahissaient une expérience considérable. Aucune hésitation, aucune maladresse. Il vérifiait chaque sonde, chaque boucle, comme quelqu'un qui avait fait ça des centaines de fois. Vers 20h, Cooper a demandé d'abaisser l'escalier arrière. Les conditions météorologiques étaient épouvantables. Une pluie battante, des vents violents, de plus de 60 km/h, une visibilité quasi nulle. Les températures étaient glaciales et faisaient -7 degrés Celsius.
Cooper portait toujours son costume d'affaires et ses mocassins en cuir. Aucun équipement de chevalerie, aucune combinaison de vol. Pour un expert en parachutisme, c'était un choix surprenant, voire suicidaire. Avant que je retourne dans le cockpit, Cooper a sorti une liasse de billets de sa poche. Pour vous, mademoiselle, vous avez été très professionnelle. J'ai souri et refusé poliment. Il a souri. Je comprends, vous êtes une femme de principe. Je suis retournée dans le cockpit vers 20h10. C'est la dernière fois que j'ai vu Dan Cooper vivant. « 20h13, l'heure exacte où D.B. Cooper disparaît de l'histoire officielle. À 20h13, quelque part au-dessus de la forêt de Gifford Pinchot, dans l'État de Washington, un voyant lumineux s'allume dans le cockpit. L'escalier arrière vient de se déployer. Nous étions tous dans le cockpit, porte verrouillée selon les instructions de Cooper. Quand le voyant de l'escalier arrière s'est allumé, nous avons su qu'il était parti. Mais nous ne l'avions ni vu, ni entendu sauter. Le capitaine Scott a immédiatement contacté la tour de contrôle. Nous pensons que notre passager vient de sauter, l'escalier arrière est déployé. Personne ne l'a entendu. L'avion s'est refermé derrière lui, comme un tombeau silencieux. Quand l'avion a atterri à Reno, Nevada, les agents du FBI ont trouvé la cravate noire de Cooper avec son épingle en nacre, ainsi que 2 des 4 parachutes qu'il avait rejetés. Mais aucune trace de Cooper lui-même, de l'argent ou du parachute qu'il avait emporté. Le 25 novembre 1971, le FBI ouvre l'enquête NORJAC pour Northwest Hijacking. Cette enquête deviendra l'une des plus longues de l'histoire du FBI. Ils m'ont interrogé pendant des heures. Mon témoignage a servi de base pour établir le profil du suspect et le portrait robot que j'ai aidé à établir a été diffusé dans tout le pays. L'agent spécial qui dirigeait l'enquête m'a dit plus tard que ma description était la plus précise qu'ils avaient et que j'étais leur meilleur témoin. Au fil des années, l'enquête NORJAC va mobiliser des centaines d'agents. Plus de 800 suspects seront interrogés. Chaque piste sera explorée, chaque témoignage vérifié. Mais aucun suspect n'a jamais correspondu parfaitement au profil établi par Florence Schaffner. Parmi tous ces suspects, un nom revient constamment. Richard Floyd McCoy. Et si c'était lui? Voici pourquoi le FBI en a douté. Le 7 avril 1972, soit 4 mois et 14 jours après Cooper, McCoy détourne un Boeing 727 de United Airlines avec une méthode quasi identique. Même type d'avion, même note manuscrite à l'hôtesse, même demande d'argent et de parachute. Richard Floyd McCoy était un parachutiste militaire aguerri, vétéran du Vietnam, expert en aviation. Il connaissait parfaitement les Boeing 727, ayant servi comme instructeur de vol dans l'armée. Il me semble que McCoy a obtenu 500 000 $ et 4 parachutes et il a sauté au-dessus de l'Utah dans des conditions météorologiques similaires à celles de Cooper. Mais contrairement à Cooper, McCoy a été arrêté 4 jours plus tard. Quand les agents du FBI m'ont montré les photos de McCoy, j'ai été frappée par leur ressemblance. Ils avaient l'air d'avoir le même âge, la même corpulence, même assurance tranquille, même façon de porter le costume. Les agents m'ont demandé si je pouvais l'identifier formellement comme étant Cooper. Alors j'ai étudié les photos, attentivement, très attentivement, pendant des heures. Mais j'ai jamais pu être catégorique. La ressemblance était certes troublante, mais je voulais pas risquer d'accuser un innocent. Il lui ressemble beaucoup, et je dis, mais je peux pas être sûre à 100%. McCoy avait un alibi en plus pour le 24 novembre 71. Sa femme Karen et plusieurs témoins attestaient qu'il était chez lui dans l'Utah, s'occupant de ses enfants pendant que sa femme travaillait. Mais des enquêteurs soupçonnaient que l'alibi avait été fabriqué. McCoy a été condamné à 45 ans de prison pour le détournement de United Airlines. En août 1974, il s'évade de la prison fédérale de Lewisburg avec 3 autres détenus. Il reste en fuite pendant 3 mois. Le 9 novembre 1974, McCoy est abattu par le FBI lors d'une fusillade en Virginie. Sa mort emporte avec elle la vérité sur son éventuel lien avec D.B. Cooper. En 1981, soit 9 ans après le détournement, un enfant de 8 ans, Brian Ingram, trouve des liasses de billets partiellement décomposées le long de la rivière Columbia près de Vancouver, à Washington.
Brian était en camping avec sa famille quand il a découvert les billets, en creusant un foyer pour faire du feu. Les billets étaient en mauvais état, rongés par l'humidité et le temps, mais les numéros de série étaient encore lisibles. Les billets totalisaient 5 800 $. Les numéros de série correspondaient exactement à ceux de la rançon de Cooper. C'était la première et unique trace physique de l'argent jamais retrouvée. Cette découverte soulevait bien plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Comment ces billets étaient-ils arrivés là? Où étaient les 194 200 $ restants? Cooper était-il mort lors du saut? Ou avait-il réussi à s'échapper en abandonnant une partie de l'argent? Les experts en parachutisme restent divisés sur les chances de survie de Cooper. Les conditions météorologiques étaient vraiment terribles. Cooper portait des vêtements inadaptés et n'avait aucun équipement de survie. Mais Cooper avait démontré des connaissances techniques approfondies. Il savait comment configurer l'avion pour un saut optimal, il connaissait les parachutes et avait choisi le bon type. Peut-être avait-il calculé ses chances de survie avec une précision que nous ne soupçonnons pas. Je dois dire que ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'était son calme. Pendant toute cette épreuve, Cooper n'a jamais perdu son sang-froid et il est resté poli et courtois, tel un gentleman. Il s'excusait même de nous causer des désagréments. Il disait « Je suis désolé de vous imposer ça, mais j'ai vraiment besoin de cet argent ». Il n'a jamais expliqué pourquoi, mais quelque chose dans sa voix suggérait une urgence, une nécessité qui dépassait la simple cupidité. En juillet 2016, après 45 ans d'investigation, le FBI a officiellement fermé l'enquête dans Jack. Dans un communiqué de presse, l'agence a déclaré que le bureau de Seattle avait redirigé les ressources allouées à l'affaire D.B. Cooper pour se concentrer sur d'autres priorités d'enquête. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, aucune preuve formelle de la mort de Cooper, aucune identification définitive. L'affaire reste officiellement non résolue. Les agents restent divisés. Pour certains, Cooper est mort lors du saut. C'est impossible qu'il ait survécu de par sa tenue et les conditions météorologiques. Pour d'autres, ils pensent qu'il a pu survivre et qu'il a vécu sous une nouvelle identité pendant des décennies. 3 questions continuent de hanter cette affaire et défient toute explication rationnelle. Pourquoi Cooper a-t-il rejeté 2 des 4 parachutes? Un parachutiste expérimenté aurait gardé tous les parachutes de secours, à moins qu'il n'ait eu l'intention de les utiliser autrement. Richard McFloyd était-il vraiment D.B. Cooper? Les similitudes sont troublantes, mais l'alibi semble solide. Pourtant, McCoy avait les compétences, les connaissances et l'audace nécessaires. D'ailleurs, sa famille a récemment retrouvé un parachute dans le garage. Et surtout, comment 194 200 $ peuvent-ils disparaître sans laisser de traces? Même si Cooper est mort, l'argent aurait dû être retrouvé quelque part. Parfois, je me demande si nous n'avons pas affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui avait planifié chaque détail, anticipé chaque problème, calculé chaque risque. Cooper connaissait l'aviation, le parachutisme, les procédures de sécurité. Il savait exactement quel avion choisir, quelles conditions météo exploiter, comment disparaître sans laisser de traces. Il m'en a parlé pendant le vol. C'est impressionnant, ses connaissances étaient vastes. Peut-être était-ce un ancien militaire, ou un pilote d'essai, et pourquoi pas un agent secret. Quelqu'un habitué aux missions impossibles et aux disparitions programmées. D.B. Cooper reste le seul pirate de l'air de l'histoire américaine à ne jamais avoir été identifié. Son histoire est devenue une légende qui fascine encore des millions de personnes à travers le monde. Il était peut-être un homme ordinaire poussé à bout par les circonstances, ou un aventurier en quête d'adrénaline, peut-être était-ce un professionnel exécutant une mission que nous ne comprendrons jamais, et nous ne le saurons probablement jamais. Ce qui me reste de cette rencontre, c'est l'image d'un homme qui avait choisi de disparaître. Pas seulement physiquement, mais existentiellement. Il était résigné. Il avait décidé d'effacer son ancienne vie pour probablement en commencer une nouvelle. Dan Cooper n'était peut-être qu'un nom d'emprunt, une identité temporaire pour accomplir l'impossible. À l'époque, on vérifiait moins les identités qu'aujourd'hui. L'homme véritable, celui qui avait une mère, des amis, une histoire, s'est évaporé dans cette nuit de novembre 71. L'affaire D.B. Cooper reste l'unique détournement d'avion commercial non résolu des États-Unis.
54 ans après, la vérité nous échappe encore. Peut-être parce que certains mystères sont faits pour le rester. Peut-être parce que D.B. Cooper n'était pas seulement un homme, mais une idée. L'idée qu'il est possible de disparaître complètement, de recommencer à zéro, de défier le système et de s'en sortir. Dans un monde où tout est surveillé, tracé et enregistré, Cooper représente une liberté absolue, la possibilité de l'évasion totale, et c'est peut-être pour ça que nous voulons qu'il ait survécu. Je suis la comtesse de l'ombre. Si vous voulez d'autres affaires aussi mystérieuses que celle-ci, abonnez-vous maintenant. Ce clic m'aide à révéler d'autres vérités cachées. Dites-moi en commentaire, Cooper et McCoy, est-ce le même homme ou une coïncidence? Votre intuition vaut parfois mieux que toutes les enquêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire qui vous glacera le sang. Et souvenez-vous, dans l'ombre, je veille.